Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une affaire qui est tristement connue sur Internet. Il s'agit de l'affaire Amanda Todd. C'est une affaire qui a beaucoup été traitée sur YouTube, sur Internet et sur un petit peu tous les médias, j'ai envie de dire. Donc, je sais que mon enquête et ma vidéo sera un petit peu noyée, on va dire, dans toute cette masse. Mais c'est un sujet qui m'a profondément touchée au moment des faits et le sujet du coup que traite cette enquête, qui est donc plus précisément le harcèlement et le cyberharcèlement, me touche personnellement. Petite parenthèse, si vous êtes très sensible au sujet et aux questions quant au suicide, au harcèlement, au cyberharcèlement et aux violences faites aux enfants et aux jeunes, je vous déconseille de regarder cette vidéo, elle n'est peut-être pas faite pour vous. Sur ce, je pense qu'on a tout dit, donc c'est parti. Amanda Todd a 15 ans, elle est née le 27 novembre 1996 en Colombie-Britannique au Canada. Elle est fascinée par la neige et la veille de son anniversaire, elle regarde toujours la météo pour voir s'il va neiger. Sa mère la surnomme d'ailleurs princesse flocon de neige. Elle adore chanter, l'art, les animaux et aider les autres. Mais en classe de 5e, Amanda va souhaiter faire de nouvelles rencontres via des chats vidéo sur internet et elle va recevoir pas mal de compliments concernant son apparence physique. Mais un inconnu va la manipuler et la convaincre de montrer sa poitrine à la caméra. Un an plus tard, cet homme va la retrouver et la contacter sur Facebook. Il va la soumettre à un chantage. Soit elle lui fait un show, soit il diffuse la capture d'écran d'elle dénudée à tous ses amis. Pendant les vacances de Noël de la même année, la police va frapper à sa porte à 4h du matin pour l'informer que cette photo a été partagée à tous ses proches. Cette nouvelle va la plonger dans l'anxiété, la dépression et elle va être sujette à des crises de panique. Sa famille va décider de déménager, mais Amanda va commencer à consommer de l'alcool et différentes drogues. Un an plus tard, le même homme va réapparaître avec un nouveau profil Facebook ayant pour photo de profil la photo dénudée d'Amanda. Il va contacter tous ses nouveaux amis. Suite à cela, elle changera encore d'école. Ça ira mieux pendant quelques temps, or un mois plus tard, elle va recontacter un vieil ami et avoir une correspondance avec lui. Il va l'inviter chez lui et ils vont avoir des rapports sexuels alors que la petite amie de celui-ci était absente et Amanda n'était pas au courant que celui-ci avait une petite amie. La semaine suivante, cette petite amie et son groupe d'amis vont se rendre dans sa nouvelle école et l'agresser physiquement et verbalement d'une façon particulièrement violente jusqu'à ce qu'elle tombe au sol presque inconsciente. Suite à cela, Amanda va tenter de se suicider en buvant de l'eau de javel. Elle va être transférée en urgence à l'hôpital et subir un lavage d'estomac. Elle n'aura aucune séquelle physique. Elle écrira « Cela m'a tuée intérieurement et j'ai pensé que j'allais mourir ». En rentrant chez elle, elle va découvrir sur Facebook des messages haineux concernant sa tentative de suicide. Elle va alors déménager de nouveau avec sa mère, mais 6 mois plus tard, le harcèlement va reprendre. Sa mère affirmera « À chaque fois qu'elle changeait d'école, il s'infiltrait et devenait un ami Facebook. Il se présentait en ligne aux élèves de la nouvelle école en prétendant qu'il allait être un nouvel étudiant dans celle-ci, qu'il commençait la semaine suivante et qu'il voulait des amis, s'il pouvait l'accepter en tant que tel sur Facebook.
il finissait par réunir les noms des gens et envoyer la vidéo d'Amanda à sa nouvelle école. La santé mentale d'Amanda va particulièrement se dégrader, elle va commencer à s'automutiler et des antidépresseurs vont lui être prescrits. Elle fera une overdose et sera hospitalisée 2 jours. Elle va de nouveau être harcelée par des personnes de son école quant à ses mauvaises notes qui sont dues à ses troubles du langage et de l'apprentissage, mais aussi quant à ses hospitalisations et sa dépression. Sa mère dira « Ça ne l'a guère aidée. À sa sortie de l'hôpital, ces temps-ci, les enfants avaient commencé à la traiter de psychopathe en disant qu'elle avait été dans un hôpital pour les fous. Elle est allée à l'hôpital, a eu une thérapie, était suivie psychologiquement. Elle était sur la bonne voie. Le jour où elle est sortie, cela s'est passé comme ça. Je secoue la tête et pense « Ces enfants sont-ils donc si méchants ? Ne songent-ils pas vraiment à ce que cela serait si c'était eux ?» Le 7 septembre 2012, elle va publier une vidéo sur YouTube intitulée « My Story Struggling, Bullying, Suicide and Self-Harm ». Elle y racontera l'enfer qu'elle a vécu. Le 10 octobre 2012, Amanda va être retrouvée pendue à son domicile par sa mère. L'enquête préliminaire du service des médecins légistes va conclure à un suicide. La Gendarmerie royale du Canada et le service des médecins légistes vont lancer une enquête préliminaire à temps plein. Il va y avoir des interrogatoires et examens des facteurs potentiels ayant contribué au décès d'Amanda. L'organisation nationale cybertype.ca va signaler avoir reçu une information concernant Amanda Todd 1 an avant sa disparition. L'association contre l'exploitation des enfants avait déclaré en novembre 2011 que des images d'Amanda circulaient sur Internet. Les forces de l'ordre possédaient déjà cette information. En avril 2014, un homme suspecté d'être le harceleur de Amanda va être arrêté aux Pays-Bas. Il va être accusé d'extorsion, de racolage sur Internet, de harcèlement criminel et de détention et diffusion de pornographie juvénile. Le mouvement Anonymous va également se mettre à chercher le bourreau d'Amanda et ils vont le retrouver. Il s'agit d'Aydin Coban, vivant aux Pays-Bas. Il sera extradé et jugé au Canada. Son procès commencera en juin 2017. Il plaidera non coupable, affirmant qu'il ne l'avait pas tué étant donné qu'il s'agissait d'un suicide. Durant le procès, Martha Devlin, juge de la Cour suprême, répondra à cela en disant « Amanda Todd ne deviendra jamais adulte. Monsieur Coban a délibérément tiré profit d'une jeune fille vulnérable et innocente. Il a persisté pendant des années alors qu'elle le suppliait d'arrêter. » À l'issue de ce procès, Aydin Coban sera condamné à 13 ans de prison. Le suicide d'Amanda va faire l'objet d'une couverture médiatique internationale. La majorité des médias vont fournir un lien vers la vidéo d'Amanda et l'adresse électronique de la gendarmerie royale concernant un appel à témoins. Dans les 24 heures qui suivront, ils vont recevoir plus de 400 témoignages. Mais ils vont déclarer que l'enquête a été entravée par de nombreuses fausses informations, mais aussi par des arnaques prétendant réunir des fonds pour la famille. Le 19 octobre 2012, de nombreuses veillées vont avoir lieu dans le Canada, mais aussi à travers le monde. Carol Todd, la mère d'Amanda, va être invitée à l'événement We Day 2012 à Vancouver, une semaine après la mort de sa fille, pour parler du harcèlement
avec Magic Johnson, Demi Lovato et Christy Clark. Sa mère affirme que sa fille a laissé derrière elle, je cite, un message majeur qui a éveillé le monde et lui avait fait ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur. Depuis le suicide d'Amanda, plus d'1 million d'utilisateurs ont aimé la page Facebook honorant sa mémoire. Mais malgré les commentaires positifs, il y a aussi des publications agressives, des images offensantes ou encore des personnes prétendant avoir été ses camarades de classe. Suite à la disparition d'Amanda, une motion va être introduite à la Chambre des communes du Canada par Dany Morin. Cela vise à ouvrir une enquête sur l'impact du harcèlement au Canada et à renforcer le financement et le soutien aux associations contre ce fléau. Un premier projet de la loi C-13 va cristalliser l'opposition contre celui-ci et un second projet C-30 va être présenté en 2014 par le gouvernement fédéral d'Ottawa. Il va citer le cas d'Amanda Todd et de 2 autres jeunes. La mère d'Amanda va créer Amanda Todd Trust à la Banque royale du Canada qui est destinée à recevoir des dons en faveur des programmes de sensibilisation à la lutte contre le harcèlement et des programmes destinés aux jeunes souffrant de problèmes de santé mentale. Mais une semaine après le décès d'Amanda, ABC News va signaler que des sites frauduleux ont été créés soi-disant pour solliciter des dons. Le sergent Peter Thiessen dira « Profiter de la douleur d'une famille est méprisable. Nous voulons faire savoir qu'il n'y a qu'un seul vrai compte et que quiconque peut faire un don dans n'importe quelle branche de la Banque royale du Canada au Amanda Todd Trust. » Carol Todd créera plus tard Amanda Todd Legacy Society qui permet d'obtenir de l'aide en situation de harcèlement et ou de mal-être. En 2015, soit 3 ans après le décès d'Amanda, sa plaque funéraire sera volée et ne sera jamais retrouvée. Amanda Todd repose aujourd'hui au cimetière commémoratif Robinson. Voilà. J'espère que cette enquête vous a plu. Personnellement, c'est une affaire, comme j'ai dit avant, qui m'a personnellement touchée au moment des faits. Et faire les recherches comme ça a été assez troublant, j'ai envie de dire. Je pense que c'est le mot, c'est troublant. Et la question du harcèlement, vraiment, est une question importante. Et de voir qu'à partir du moment où, malheureusement, il y a des affaires qui sont donc partagées comme ça de façon médiatique, il y a des gens qui essayent de profiter comme ça en faisant des cagnottes pour très clairement arnaquer des gens. On l'a pu le voir avec l'affaire Naël, l'affaire Lindsay. Je trouve ça, mais c'est une honte. Je n'ai pas d'autre mot. Je ne suis peut-être pas objective, j'en sais rien, mais je trouve très personnellement que c'est une honte. Ça m'a beaucoup touchée et impactée, en tout cas, de faire cette enquête. Et je trouve très personnellement, en tout cas, là c'est vraiment un avis personnel, que la mère d'Amanda est une femme très forte, parce que autant se battre aujourd'hui après le décès, et même très peu de temps après le décès de sa fille, c'est très très fort. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à en parler. Que ce soit pour du harcèlement, un mal-être ou tout autre problème, il faut en parler. Vraiment. Donc, parlez-en à quelqu'un de confiance. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, un collègue, un professeur ou même une personne dans votre établissement. N'importe qui, quelqu'un de confiance en qui vous savez que vous savez que vous allez être écouté. Parlez et vous allez voir, ça va faire du bien. Et si malheureusement vous n'avez pas cette chance d'avoir quelqu'un à qui en parler ou que vous ne vous sentez pas encore prêt, mais que vous souhaitez déjà commencer à faire ce premier pas,
Je vous mets tous les numéros dont vous avez besoin en description. Si vous souhaitez faire plus de recherches ou même vérifier mes sources, tout ça bien sûr se trouve en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette enquête vous a plu et je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine enquête.